Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV. Menaces terroristes sur le Maroc. Nous revenons dans cette séquence sur les révélations de l'enquête qui a suivi l'horrible meurtre du fonctionnaire de police marocaine le 1er mars dernier. Nous analyserons les soubassements des premiers résultats de l'enquête où le mobile terroriste a enfin pu être déterminé avec certitude par les autorités. Les trois mis en cause ont prêté serment et allégeance à l'organisation Daesh, ce qui interpelle sur l'origine du retour du spectre de cette organisation terroriste sur le royaume, d'autant plus que le PSIJ a démantelé un nombre important de cellules sur le territoire et en dehors de nos frontières, l'extrémisme violent étend ses tentacules dans le continent. Pour en parler avec nous, l'expert en questions sécuritaires et géostratégiques, Cherkaoui Lodani, bonjour et merci de répondre à nos questions. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors ce crime dont a été victime ce fonctionnaire de la police début mars, peut-être d'abord revenir sur les premiers éléments de l'enquête et surtout sur le modus operandi de ce meurtre. La première chose qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, le Maroc, face au terrorisme, il mène une guerre asymétrique. Donc, dans 10 jours, donc, les services de renseignement marocains et les services donc, spécialisés, donc la DGSN avec le PSIJ, ont démantelé 3 cellules terroristes qui sont affiliées à Daesh. Et de fait, aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans une situation où le Maroc est dans le collimateur des groupes terroristes comme Daesh. Et on n'oublie pas aussi donc l'environnement dans lequel nous sommes avec l'Afrique subsaharienne et du Sahel, l'Afrique de l'Ouest, la région donc, du Nord d'Afrique surtout, donc entre l'Algérie, la Tunisie, le Mont Chanbi et le Mont de Sloum, donc qui connaissent aussi donc une métamorphose, une mutation sécuritaire. Revenons donc à cet acte inédit et sans précédent au Maroc, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'institution sécuritaire qui a été la cible en la personne des policiers, parce que c'est un acte qui est crapuleux. Toucher un policier, ce n'est pas donc, dans la perception, mais c'est un acte inédit, comme vous l'avez rappelé. C'est un acte inédit, donc, et ça nous ramène aussi donc, de comprendre cette modus operandi, pourquoi le policier. Donc, mais en revenant, donc, on peut un petit peu quelques mois auparavant, on a vu la même situation, par exemple, dans l'ouest de Bagdad en Irak, un policier qui a été tué de la même façon. Et dans 2 actes terroristes aussi, donc dans la ville de Midan, en Indonésie, et dans la ville de Jakarta, c'était la même situation. C'est-à-dire un modus operandi qui était maintenant très connu chez Daesh, surtout avec le nouveau patron qui est Ali Jassim Salman al-Jabouri. C'est quelqu'un qui est le responsable de cette structuration, de cette façon d'attaquer et aussi de faire des dégâts. Pourquoi le policier? C'est tout simplement parce que c'est symbolique, c'est la sécurité des citoyens marocains, c'est aussi le sentiment, c'est la psychologie, parce que derrière cet acte, il y a une guerre informationnelle de la part de Daesh pour mettre la terreur et aussi créer une psychose au sein de la société marocaine. Dieu merci, nous avons des services très très compétents, donc avec une vision anticipative, le Maroc a réussi de démanteler. Donc il y a aussi à faire échouer le projet et les projets de ces 3 cellules de Daesh dans le royaume du Maroc. Et aussi, c'est très très important, c'est que une des cellules qui a été démantelée, elle est en connexion avec Daesh dans l'Afrique subsaharienne et du Sahel, c'est-à-dire après le passage à l'acte, donc il y avait un plan d'aller, donc de rejoindre l'État islamique au Grand Sahara, donc que tout le monde connaissait, qui était guidé par un certain Abu Omar Sahraoui, qui est un élément du Polisario. Et aujourd'hui, il y a plusieurs éléments du Polisario dans ce groupe d'État islamique au Grand Sahara qui sévissent véritablement dans la région de l'Heptako-Goroma ou bien la région des 3 frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger. Alors, est-ce que, parce qu'en vous écoutant, c'est Cherkaoui Lodani, nous avons l'impression que, effectivement, Daesh, c'est pas fini. Est-ce que cet acte-là peut effectivement nous alerter sur la dangerosité de ce retour de cette organisation terroriste 20 ans, d'abord après sa création, et 3 ans après qu'on ait annoncé que, effectivement, on a mis fin aux opérations et à cet État, ce qui se fait appeler État islamique Daesh. Et surtout au Maroc,
après le retour plus de 200 combattants de Daesh. Écoutez, dans moi, le pays. je ne suis pas avec les gens qu'on analyse. Ils disaient ça, c'est de la conspiration, c'est-à-dire on va rassembler des événements, les filles, et on va vers une logique de dire voilà Daesh. Effectivement, Daesh, c'est une réalité. Il reste un groupe potentiellement dangereux pour le monde entier et notamment en Afrique. Parce que si on voit par exemple aujourd'hui les statistiques en Afrique, durant le 2022, il y avait une augmentation de 22% des attaques terroristes dans le continent africain, Tout à fait. 48% juste dans la région du Sahel, avec à peu près 6189 morts. Et aussi, il y a une éclosion sans précédent des groupes terroristes qui sont affiliés à Daesh. Celles qui disent qu'il y a une conflictualité existante entre le GSIM, le groupe de soutien islamique musulman de Ayad al-Ghali, ils sont vraiment dans une appréciation fausse parce que ces groupes-là, ils travaillent en connivence. On l'a vu par exemple dans l'attaque de l'état-major burkinabé en 2015 et même l'ambassade française, Ayad al-Ghali pour venger un certain Al-Ansari et un certain Wanassat, un des patron avec lui dans le XIM, ou bien le groupe de soutien islamique musulman. Donc, il a fait appel à certains, Jamal Oukasha, c'est un Algérien. Donc, de fait, on voit qu'il y a effectivement il y a des zones d'ombre où la communauté internationale doit avoir le courage d'élucider les choses. Pourquoi Daesh? Parce qu'aujourd'hui, normalement... Pourquoi Daesh recrute au Maroc? Voilà, c'est une très très bonne question. Parce que tout simplement, les gens qui sont derrière Daesh, les États qui sont derrière Daesh, parce que tout le monde sait, Madame Ihsan, c'est que la collusion entre les ambitions de Daesh et même du GSIM de Ayad al-Ghali, d'accord, rentre dans une perspective de déstabilisation de certains États qui voulaient toucher à la sécurité du Maroc. Parce que tout le monde sait bien que, par exemple, aujourd'hui, lorsqu'on va apercevoir ou bien analyser ce qui s'est passé en Mauritanie, c'est que la planification et même la logistique a été téléguidée de la part de Abou Hassan Abou Rahman, ou bien alias Abou Talha al-Libi, pour faire ce qui s'est passé, donc pour faire cet attentat en Mauritanie, tuer un policier et faire fuir 4 terroristes pour toucher, donc dont l'objectif c'est de créer, donc d'aller vers ce qu'on appelle l'État islamique à Tombouctou, dans la région de Tombouctou. Oui. Donc de fait aujourd'hui toujours il y a des acteurs visibles et invisibles qui télécommandent les attentats. N'oublions pas aussi c'est que cet acte il vient de ces terroristes vient après l'annonce au Maroc d'un projet colossal de 6 milliards de dirhams pour soutenir le tourisme marocain d'ici 2027. On table sur 17 millions de personnes. Donc ça fait normalement toucher le Maroc dans sa sécurité, ça va faire peur. Qui a fait cette annonce? C'est le ministre du Tourisme, c'est-à-dire c'est qu'aujourd'hui, on travaille sur une restructuration. Vous parlez de la feuille de route du ministère du Tourisme. Du ministre du Tourisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 17 millions de personnes d'ici 2026, ça fait peur à certains qui voulaient effectivement donc voir le Maroc dans une situation délicate. Et de fait, on peut comprendre beaucoup de choses. N'oublions pas aussi que le Maroc, le Maroc, il préside pour la 3e fois le Forum international de la lutte contre le terrorisme. Il fait partie avec les États-Unis, le Niger et l'Italie de ce qu'on appelle Gros Focus Africa sur la question terroriste. Il abrite le bureau onusien de la lutte contre le terrorisme, donc il joue un rôle très important. Récemment, il y avait une manœuvre militaire entre le Maroc et les États-Unis et certains pays africains pour lutter contre le terrorisme entre le Ghana et le Togo, et le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et de fait, on peut comprendre effectivement pourquoi le Maroc il est ciblé. Il est ciblé tout simplement, on va essayer de mettre des bâtons dans les roues pour ne pas essayer donc de créer ce qu'on appelle des armes de destruction ou bien des outils de destruction de la stratégie marocaine au niveau du développement économique et aussi au niveau de la société pour créer une psychose. Alors, on a parlé des raisons du recrutement, parlons à présent des profils recrutés. Donc, les 3 mis en cause dans le meurtre de ce jeune fonctionnaire de la police marocaine, c'était le 1er mars dernier. Ces 3 membres étaient des petits artisans qui travaillaient un peu dans le secteur de la construction. Et le plus jeune, d'ailleurs, qui s'est autoproclamé émir du groupe,
il est très loin du monde du terrorisme, Cheikh Khawiloudani, parce qu'il a été condamné pour des délits de vol, d'ébriété publique ou de consommation de stupéfiants. Donc, est-ce qu'on cible toujours les mêmes catégories qu'avant, c'est-à-dire même dans le modus operandi du recrutement, que nous révèlent les éléments de cette enquête suite au meurtre du policier? Écoutez, le profil psychologique des personnes qui sont recrutées par Daesh ou bien par Al-Qaïda ou bien par un autre groupe terroriste sont des personnes qui sont, dans la majorité, sont des personnes criminelles. C'est des gens qui ont un dossier judiciaire. Déjà, c'est des gens-là, dans leur psychologie, ils ont dépassé ce qu'on appelle la seuil de la crainte de mort. Okay. Donc, c'est-à-dire, c'est des gens qui sont capables de passer à l'acte. Et de fait, donc, d'ailleurs, au niveau intellectuel, ils sont dans la paupérisation intellectuelle. Donc, ils sont lisses dans un marasme intellectuel. Donc, de fait, c'est facile de les endoctriner et aussi de les faire passer à l'acte avec des idéologies. Et comment les endoctriner? Est-ce que c'est que sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Écoutez, ça, c'est une question qui est, à mon sens, le Maroc, dans la réunion d'octobre prochain en 2023. Donc, l'ONU va mettre en place toute une réunion extraordinaire pour lutter contre le terrorisme, de poser cette question sur les plateformes et les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de contrôle à l'échelle internationale, il n'y a pas des lois, il n'y a pas de résolutions au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies pour limiter les flux et pour, voilà. Donc, nous sommes dans une zone grise. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une zone grise, non contrôlée. Et d'ailleurs, moi, j'ai travaillé sur un nouveau concept qui est le géoterrorisme, c'est l'étude de la fabrication et l'invasion des espaces non contrôlés par les groupes terroristes ou bien par le biais des groupes terroristes. C'est-à-dire, à travers les groupes terroristes, on peut créer un environnement géopolitique propice à des intérêts stratégiques des États. Donc aujourd'hui, effectivement, les réseaux sociaux, c'est une zone grise. Et donc, de fait, dans cette perspective-là, le Maroc doit appeler solennellement la communauté internationale de se réveiller et de sortir de cette zone de confort. Parce que si le Maroc a été ciblé, l'Europe n'est pas à l'abri. Écoutez, la question de l'Europe, c'est une question de temps. Donc, avec la présence des acteurs non étatiques dans l'Afrique subsaharienne et du Sahel, on avait récemment dans la région de Gorom, dans la région de Aka et même dans la région du Sorom. Donc, il y avait des attaques terroristes qui ont visé même des forces étrangères. Et récemment, donc, on a vu par exemple dans l'attaque de Biatri, donc la région de Sigou, donc dans le nord du Mali, sont des régions. Donc cette région-là connaissent vraiment une métamorphose sécuritaire et vraiment une recrudescence des attaques terroristes. Donc, et de fait, aujourd'hui, le Maroc, c'est le dernier rempart, il faut le savoir. Donc, c'est-à-dire ces gens-là. Surtout qu'il y aurait aussi, je vous interromps si vous le permettez, Cheikh Khawiloudani, il y aurait aussi des extrémistes violents, des djihadistes qui viennent de cette région du Sahel et qui entrent illégalement sur le territoire marocain et qui peuvent passer de l'autre côté aussi. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas, par exemple, lorsque vous voyez avec l'Algérie, dans le nord d'Afrique en général, il n'y a pas une coopération sécuritaire. Donc il n'y a pas vraiment un travail en commun parce qu'on ne peut pas faire le travail des autres États. Donc, et de fait, aujourd'hui, nous sommes vraiment confrontés. Il y a la porosité des frontières, il y a des ethnies qui s'entretuent, les Dogons, les Pouls, les Bambara. Il y a au sein du continent africain, dans certains pays, il y a des sociétés dans une société. Donc, ce qui est grave. Donc, aujourd'hui même, il y a des seigneurs de la guerre qu'on appelle dans l'Afrique de l'Ouest, qu'on fait appel à eux pour mener des attaques terroristes. C'est-à-dire le crime transnational et même les organisations criminelles travaillent en connexion avec des groupes terroristes. Et d'ailleurs, la plateforme de ce travail illicite ou bien de ce qui se passe, c'est à peu près, on peut le chiffrer, à 50 milliards jusqu'à 80 milliards de dollars juste dans l'Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est de l'argent. N'oublions pas aussi la poudrière libyenne, aussi continue d'exister, c'est une équation sans solution. Le sud de la Libye, c'est une zone grise avec des armements qui arrivent jusqu'à le golfe de Guinée. N'oublions pas aussi aujourd'hui dans le continent africain, il y a 3 zones d'influence terroriste. Il y a la zone de l'Iptako-Gourma, ou bien les 3 frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger qui touchent le lac de Tchad avec le Nigeria et le Cameroun. Et il y a aussi le golfe de Guinée avec le Togo, la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il y avait au cours de 2023
2022, il y a 26 attaques terroristes dans cette région du golfe de Guinée. N'oublions pas aussi, par exemple, juste le nord de Bénin, par exemple, dans la région qui s'appelle Dablio, ou bien Aliari Pondari. Donc, c'est une région à peu près de 1250 km carré qui est une zone non droite, c'est-à-dire qu'il est habité par le groupe État islamique au Grand Sahara. Est-ce que ces groupes-là qui sont présents aujourd'hui en Afrique, parce qu'on a Daesh... L'État islamique au Grand Sahara, le Front Massina de Amadou Koufa et le XIM, le groupe de soutien islamique musulman de Ayad Ghali, qui est le plus dangereux. Est-ce qu'ils sont en concurrence ou ils collaborent entre eux? Ils sont dans la concurrence, dans certaines, lorsque la situation exige dans la concurrence pour avoir donc de l'argent ou bien pour avoir la main sur, par exemple, une route ou bien une région où il y a de l'or, il y a de l'argent. Et parfois, ils travaillent en connivence et en collaboration pour attaquer, par exemple, tout ce qui se passe maintenant, par exemple, 40% de territoire burkinabé, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'État burkinabé, il est hors de contrôle. Oui, contrôlé par des groupes terroristes. Voilà, par exemple, dans la région de Gouroum, il n'y a pas l'État. Donc, ces mouvements, même avec Boko Haram, ils collaborent dans le lac de Tchad. Donc, et de là, donc, on peut comprendre. Mais il y a une autre zone qui fait peur aujourd'hui, c'est la zone au nord du Mozambique, ou bien la zone de Cabo Delgado, où il y a ce qu'on appelle les gisements du gaz et du pétrole avec des milliards et des milliards de mètres cubes. Donc, et de fait, aujourd'hui, là où il y a donc, un mouvement ou bien une certaine donnée pour avoir donc, soit du gaz, soit du pétrole, il y a des groupes terroristes qui affichent leurs ambitions d'avoir un caractère géopolitique dans la région et la sous-région. Et donc, et de fait, aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est difficile, l'Afrique de l'Ouest. Et même le continent africain, c'est un continent qui est très, très malade. Il devient malheureusement l'épicentre de terrorisme mondial. Alors justement, sur 10 pays mondiaux, enfin du monde, qui sont touchés par le terrorisme, 5 sont africains, et ce selon l'indice mondial de terrorisme donc, qui vient de paraître. Alors, nous avons dressé le diagnostic qui fait un peu froid dans le dos, pour être honnête. Mais comment contre-attaquer, Cheikh Kabiroudani? Contre-attaquer, donc il faut avoir du courage. Le Maroc ne peut pas seul mener cette guerre asymétrique dans le continent africain. Donc il y a plusieurs vides géopolitiques. Donc moi je pense que le développement, c'est l'arme de construction massive pour la citoyenneté en Afrique. C'est une condition sine qua non, c'est le développement économique, parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas cette concurrence stratégique dans le continent avec les États puissants. Il y a maintenant la Russie, les États-Unis, la Chine, la Turquie, l'Iran qui s'impose maintenant dans la région même. Il avance dans nos frontières avec Hezbollah qui profite pour appuyer les mouvements séparatistes, même au Casamance et du Polisario, même M23 au Kivu, donc à l'est du Kivu, donc dans la RDC. Donc je pense aujourd'hui il faut travailler sur une solution globale, une approche plus globale, intégrée, inclusive, qui, dans la composante développement, doit être prioritaire. Par exemple, il y avait ce qu'on appelle des initiatives où le Maroc fait partie, c'est par exemple l'initiative de l'investissement prioritaire dans l'Afrique subsaharienne et du Sahel. Malheureusement, il a échoué. Par exemple, aujourd'hui, lorsqu'on voit par exemple ces changements inconstitutionnels dans le continent, notamment en Afrique de l'Ouest, ça n'aide pas vraiment de développer une vision globale. Aujourd'hui, ce qu'on appelle maintenant les réseaux sociaux, les plateformes électroniques, il faut vraiment un contrôle à l'échelle internationale, il faut mettre en place des lois et des règles. Aussi au niveau de l'institution de l'Union africaine, il faut qu'elle assume ses responsabilités. Par exemple, on parle des initiatives régionales comme l'initiative Accra entre le Nigeria, le Ghana, tout ça, pour lutter contre le terrorisme. Mais étant donné maintenant, par exemple, quand vous parlez du Mali, c'est jusqu'à 2 fois et demi le territoire de la France. Donc c'est un territoire vaste qui demande beaucoup de vigilance, beaucoup de travail au niveau de développement. Aussi, il faut le dire que maintenant, le continent africain, le terrorisme n'est plus lié à l'idéologie. Il devient une culture. Par exemple, cette confrontation
ethnique entre les Bambara, les Pouls, les Dogons, tout ça. Il faut trouver des solutions parce que c'est une question aussi qui est historique. Parce que n'oublions pas aussi le post-colonialisme n'a pas pu asseoir une vision plus globale pour le développement. Donc on est arrivé avec une vision mercantiliste en appuyant une ethnie sur l'autre. Et aussi maintenant, comme je viens de vous dire, le problème, par exemple, si on analyse juste la région de l'Ipta-Kogoma, c'est une région que il y a eu une conflictualité grandissante de plusieurs ethnies, de plusieurs groupes terroristes. Et aussi le lien, donc par exemple, quand vous parlez de la Libye, il faut trouver une solution parce que le reste aussi, une structure, un pays qui dégénère l'instabilité avec ce qui se passe dans la région de Fezzan et dans la région de Sabha, donc où il y a des groupes terroristes qui travaillent et aussi qui commercialisent le trafic d'armes. Donc je pense aujourd'hui la communauté internationale doit regarder avec d'autres lunettes le continent africain. Quand on dit communauté internationale, ce sont les partenaires historiques du Maroc dans la lutte antiterroriste, nommément les États-Unis d'Amérique, l'Europe, en tant qu'Europe ou en tant que pays en particulier? En tant que pays, parce que certains pays européens ne voient pas un intérêt. On l'a vu par exemple dans l'engagement de certains pays pour ce qu'on appelle le G5 Sahel. Donc il y avait que des promesses, mais après on a laissé l'ensemble des pays tomber. Et après, il faut essayer de cesser de s'ingérer dans les affaires intérieures des États. Exact. Il faut développer, c'est bien la démocratie, tout ça, mais le développement économique reste une condition sine qua non pour faire face à n'importe quel fléau comme le terrorisme. Ça, c'est très, très important pour le continent africain. N'oublions pas une chose aussi très importante. Aujourd'hui, c'est l'Union africaine. L'Union africaine, en tant qu'institution, ne fait pas beaucoup de choses pour lutter contre le terrorisme. Donc, ils ne sont pas conscients. Est-ce qu'il s'agit là de peut-être un peu plus de sensibilisation face à la vraie menace terroriste, parce qu'elle ne va il y a une recrudescence, mais ça va aller qu'en accélérant, ou il faut un leadership et une volonté politique qui manquent à cette Union africaine? Tout à fait, c'est un leadership et une volonté politique, parce que lorsque vous voyez, par exemple, l'Afrique de l'Ouest, donc il y a une augmentation fulgurante des attaques terroristes, plusieurs déplacés qui dépassent maintenant 2 millions de personnes, donc c'est beaucoup d'argent. Au niveau même le coût financier, coût d'argent, donc à peu près, on parle maintenant de 180 milliards de dollars perdus à cause de terrorisme dans le continent. Et aussi maintenant les partenaires à l'échelle internationale. Chacun doit assumer ses responsabilités. Il ne faut pas voir le continent. Par exemple, si on analyse l'attaque qui a été dans le nord de Bangui récemment, où il y avait 8 Chinois qui ont été tués. Donc on voit maintenant, on commence à voir qu'il y a des acteurs non étatiques, qui sont ciblés aussi. Qui sont ciblés. Donc maintenant, lorsqu'on voit par exemple la conflictualité qui existe entre les anti-Balaka et la Seleka à Bangui, donc là, il faut poser des questions. Maintenant, il faut poser des questions, il faut trouver les bonnes réponses. Il faut avoir le courage aussi de dénoncer. Par exemple, lorsqu'on voit Hezbollah dans le nord d'Afrique, qui est en train d'alimenter ou qui est en train d'appuyer un mouvement séparatiste avec des drones, parce que le problème n'est pas aujourd'hui avec ce qui se passe en tuant un policier, mais demain ou après-demain. Et c'est ça ce qui est grave, ce qui est dangereux dans le futur, c'est que les groupes terroristes vont utiliser des drones, vont utiliser des armes biologiques et chimiques, qui c'est facile à mettre en place avec un simple ingénieur. Donc, et de fait, aujourd'hui, le danger, il est grave. Donc, et c'est pourquoi il faut faire beaucoup d'efforts. Il faut sensibiliser la communauté internationale. Et la dissémination, c'est une question de temps, même là, dans la rive nord de la Méditerranée. Et d'autant plus que, effectivement, le Maroc n'a cessé de tirer la sonnette d'alarme sur le phénomène. Voilà, d'ailleurs, dans la dernière, par exemple, le forum de la coalition internationale contre Daesh à Marrakech, tout le monde il a sensibilisé. D'ailleurs, dans les manœuvres militaires Africa Line, donc les forces militaires qui travaillent, qui sont là, donc ils travaillent sur ce danger potentiel des armes chimiques et biologiques et même des drones qui sont téléguidés. Un drone coûterait à peu près 20 millions de dollars, mais pouvait provoquer donc tout un séisme politique et sécuritaire pour un État comme le continent africain, dans l'incapacité et dans le pouvoir
par exemple, n'a pas la capacité de gérer tout un territoire vaste, faute de moyens, faute aussi des outils pour répondre à ces menaces potentielles. Il faut un réveil effectivement de la communauté internationale, mais aussi de la communauté africaine en tant qu'union, au-delà, bien sûr, des connivences politiques et idéologiques de certains qui s'entêtent et qui continuent de s'entêter. Merci beaucoup, Cheikh Kabarodani, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes expert en questions sécuritaires et géostratégiques. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée.